les méandres de la politique. Quand tu n'auras plus de titre, c'est-à-dire sera ministre, portefeuille, désormais tout lui sera vendu. Cher. Tout lui sera vendu très cher. Il connaîtra le coût du repas. Oui, parce que tous ceux qui vont vouloir descendre sur le terrain, on connaît le schéma au Bénin. Ils vont dire, mais... moi, je maîtrise ma zone pour que je puisse... À quelques semaines de la publication des noms des duos, du dépôt des dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome, la mouvance a fait connaître son duo. Romuald Wadagni sera, avec Mariam Tchabi-Talata, le duo représentant les partis acquis à la cause du chef de l'État. Des tractations au niveau des partis politiques, des signatures d'alliances de gouvernance, des mouvements vers des personnalités pour acquérir donc leur soutien pour les élections présidentielles, autant de choses qui ont été déjà faites par le duo présidentiel. De l'autre côté, nous avons eu le week-end écoulé à Parakou la présentation lors de la session du BR du duo qui représente donc le chef de l'État, qui représente la mouvance pour ces compétitions électorales. Mais on se pose la question, quelles sont les chances de Romuald Wadagni de réussir cette opération? Avec Mariam Tchabi-Talata à ses côtés, a-t-il la chance de rafler le septentrion à la cause de cette élection présidentielle? Autant d'interrogations, parce qu'on a vu une forte communication qui a accompagné ces opérations avec les TikTokers, les médias classiques et surtout les réseaux sociaux. On va dire tout ceci avec nos chroniqueurs maison. Moïse Soudé. Moïse, bonjour. Bonjour à vous, Valentin Adiboucha, bonjour à Landry Breton et bonjour à tous ceux qui nous écoutent et ceux qui apportent leurs commentaires pour que l'émission s'améliore tous les jours. De l'autre côté, l'officier de la plume et du papier, comme l'appelle l'autre, Landry Breton. Landry, bonjour. Bonjour, Valentin Adiboucha, Alphonse Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur la plateforme de Speedline TV. Voilà, je reviens à vous, Moïse Soudé, votre coup de gueule. Non, ce n'est pas un coup de gueule, mais c'est un coup de cœur. Je crois que comme plusieurs Béninois, j'ai vu la situation de nos compatriotes au Gabon. J'ai vu comment nos compatriotes sont violentés, comment les articles de nos compatriotes sont détruits. Et je voudrais exhorter tous nos compatriotes vivant au Gabon à la patience, à la sérénité. Et je crois que le gouvernement béninois suit de près tout ce qui se passe. Et je ne voudrais pas qu'on dise que les Béninois ont répondu à la violence par la violence. Ils sont sur le territoire étranger et je les exhorte à la patience. Mais je voudrais par là aussi demander aux autorités gabonaises, pour qui j'ai du respect, de faire en sorte que ces violences-là s'arrêtent parce que ceux qui sont à la base de ces actes-là s'affichent sur les réseaux sociaux. Dans mon pays, le Bénin, vous ne pouvez pas faire d'avoir de pareils comportements et ne pas être poursuivi par la justice. Donc je dis, s'il y a un problème, si des TikTokers, je pèse bien mes mots, si des TikTokers, des influenceurs ont eu de mauvais comportements, les citoyens béninois vivant au Gabon n'en sont pour rien. Parce que des TikTokers auraient tenu des propos en l'encontre du président gabonais, on s'attaque aux pauvres Béninois qui sont là-bas, qui font leurs activités. Et vous savez, quand nous voulons que l'Europe nous respecte, il y a des comportements que nous ne devons pas avoir, parce que vous ne verrez pas ça en Europe. Et aucun État ne peut se dire que je me suis construit uniquement avec les efforts de mes fils. Au Bénin, et comme je me plais à le dire, on ne peut pas dénier le droit aux Ibo de faire du commerce de la friperie. Pourtant, des Béninois font la friperie avec les Ibo. Mais nous n'avons jamais demandé aux Ibo de nous céder le marché. Vous ne pouvez pas demander, écoutez, les choses mieux que c'était les Ghanéens. Aujourd'hui, ce sont les Nigériens qui ont pris la relève. La viande grillée, c'est la propriété des Nigériens. Donc, il y a beaucoup de choses que chaque nationalité fait dans un pays pour que le pays se développe. Donc, je voudrais que le gouvernement de mon pays adresse officiellement un message à nos compatriotes au Gabon, mais qu'ils mènent les démarches avec que ces exactions-là cessent sur nos compatriotes. Parce que tout le monde sait quand ça commence, mais personne ne sait quand ça finira.
Et puis de l'autre côté, hein, Landry Weton, on a quand même des Gabonais qui sont ici et qui étudient, qui font d'autres choses et personne ne les inquiète. Oui, vraiment, je crois que on ne va pas continuer à vivre comme des gens qui n'ont aucune civilisation. Le blanc est venu tracer des frontières en Afrique et c'est nous-mêmes qui aujourd'hui utilisons ces frontières comme des barrières entre les peuples. Le peuple gabonais est-il si différent? On ne voit même pas la différence. Hein, quand ils sont debout, on ne sait pas qui est gabonais, qui est béninois. C'est quoi ça? Nous sommes très hospitaliers au Bénin. Nous avons une forte communauté. Moi, je connais une forte communauté gabonaise. Des étudiants qui sont ici, avec qui nous partageons beaucoup de choses et tout. Ce n'est même pas que les Béninois, hein, les Sénégalais se sont plaints, les Camerounais se sont plaints, les autres nationalités. Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on soit en train de voir cette scène-là? Pourquoi devrait-on en arriver là? Moi, je ne sais pas pourquoi. Comme le dirait l'autre, le blanc est venu tracer des frontières pour balkaniser l'Afrique et puis nous-mêmes on s'engouffre. On trouve que l'autre n'est pas gabonais, l'autre n'est pas béninois. Non, je crois qu'il faudrait... Parce que quand les autres vont commencer par réagir de la sorte, on ne pourra pas contrôler cette affaire. J'étais quelque part la dernière fois, un compatriote, un béninois, était tellement remonté contre ces vidéos. Il dit, mais, et si nous-mêmes on commençait par frapper les Gabonais qui sont ici, les étudiants gabonais qui sont ici, si on commençait par, j'ai dit, bah, non, on ne va pas le faire, parce que lorsque le fou te prend ton poing entre griffes, te prend ton poing, que tu le poursuis, on va vous traiter tous de deux. Non, tu as même plus fou que lui. Hein. Voilà, on ne va pas verser dans ça, et je reste dans la veine de ce que mon confrère Alphonse Moïse Soulé a dit, que les autorités s'entendent, que les Béninois, les autorités béninoises d'abord montent au créneau pour apaiser nos compatriotes qui sont là-bas. Et c'est vrai que c'est encore eux qui sont au charbon là-bas, qui vivent les actes délictueux de ceux-là qui aujourd'hui se jouent être les Gabonais, les donneurs de leçons et tout. Et que des États, dans une certaine diplomatie, une relation internationale, que ces autorités s'accordent sur ce qu'il y a de mieux pour ces deux nations, afin qu'on n'en arrive pas à être obligé d'expatrier des Africains sur le continent africain. Ne sommes pas au nord de l'Afrique où on voit un peu ce qui se passe, c'est encore entre des peuples noirs d'Afrique. Ce n'est pas bon ce qui se fait en Libye et dans les autres pays maghrébins, ce n'est pas quelque chose à encourager, mais si nous-mêmes, et vous savez qu'un cliché comme ça, on en avait vu il n'y a pas longtemps en Afrique du Sud, où on a les étrangers, voilà, donc, les Nigériens surtout. Voilà, donc je crois qu'il faudra arrêter parce que le peuple a besoin de tous ses fils pour se développer. Un continent qui regorge deux tiers des richesses de la planète Terre, mais qui ploie sous le poids de la misère et de la précarité. Et pourquoi on doit encore se tirer entre les pattes en disant que l'autre n'est pas béninois, l'autre n'est pas gabonais? Je crois qu'il faut qu'on arrête avec ça. Voilà, dans un monde où la globalisation, les frontières sont tombées, la globalisation impose sa loi, dicte sa loi, je pense qu'il va falloir que notre ami Olengi, le président gabonais, puisse, parce que c'est lui qui est d'ailleurs, c'est à partir de lui que cette affaire a commencé, il va falloir que le président gabonais montre au créneau pour discipliner sa population. On ne peut pas, aujourd'hui, si on demande aux étrangers de quitter le Gabon, je ne suis pas sûr. Tous les étrangers quittent le Gabon aujourd'hui, le Gabon sera en difficulté. Même un Gabonais l'a dit sur les réseaux sociaux, un Gabonais a dit que si jamais ces populations-là partaient, il sera difficile au pays de tenir. C'est vrai qu'aucun peuple ne souhaite aller chez un autre pour vivre, mais si les conditions font qu'on se retrouve sur un territoire, il va falloir se respecter réciproquement pour permettre de vivre, le vivre ensemble, et donc de partager le même espace sans problème. On est en train d'œuvrer pour l'Union africaine, pour faire tomber les barrières politiques, les barrières, les frontières, et donc il va falloir que tous puissent se mettre dans la danse. La CEDEAO et la CEAC, la CEMAC, puissent se mettre ensemble pour régler cette affaire le plus tôt possible. Landry Weton, votre grogne? Oui, c'est un coup de cœur aussi. Je voudrais... C'est la vague des coups de cœur. Oui, un coup de cœur et peut-être une petite grogne à côté qui est aussi importante. Je voudrais qu'on adoube une personnalité, un personnage qui a baissé nos enfances et tout. Je pourrais parler de Olympe Bellikenov. Le samedi dernier, on a fêté 97 ans du patriarche
on lui a rendu hommage. J'ai vu la vidéo, j'ai dit pourquoi ne pas le rendre aussi hommage. C'est un coup de cœur et vivement qu'on célèbre ces personnalités-là de leur vivant et non à titre posthume. Voilà, on remercie donc les différents ministères de l'Éducation qui ont retenu ces ouvrages depuis plusieurs années, un piège sans fin qui raconte et relate des réalités qu'on continue de vivre aujourd'hui, un piège sans fin, des problèmes en couple qui naissent de rien du tout et qui ne finissent jamais, qui conduisent peut-être au divorce ou peut-être même à la mort. Voilà. Olympe Bellic-Nom, vive l'écrivain. Voilà. Encore beaucoup d'années pas trop d'années. S'il est en forme, oui, mais s'il n'est pas en forme. Voilà. Non, ma grogne aujourd'hui, c'est... beaucoup d'années pour Olympe Bellic-Nom. Voilà. Ma grogne aujourd'hui, c'est un fait que j'ai constaté le week-end dernier. J'ai eu vent de ce que des bars ont été fermés à cause de la nuisance sonore, mais aussi à cause de la prise de chicha dans ces bars et tout. Je suis d'accord que l'on puisse sévir, mais là où je veux en venir, c'est lorsqu'on ferme les bars pour des prises de chicha et qu'au même moment, dans un espace public, quelqu'un se met à fumer la cigarette et à nous indisposer. Quelle est la loi? Qu'est-ce que la loi prévoit dans ces conditions? Moi, je crois que les tenanciers de bar doivent faire aussi attention parce qu'un espace public... Parce que si moi je ne consomme pas de la cigarette, je ne peux pas accepter que quelqu'un m'intoxique parce que du coup je deviens un fumeur passif. Et ce n'est pas bon. Je crois que j'ai suivi un phénomène la dernière fois où quelqu'un était en train de fumer. Et l'autre lui a dit, écoutez monsieur, vous nous indisposez parce que votre cigarette, c'est pas bon pour nous. Mais il dit, lui s'en fout qu'il est dans un espace public et qu'il peut fumer. J'ai dit, ben, je me suis levé, j'ai dit, monsieur, vous ne pouvez pas fumer. Ça nous indispose tous. Si vous voulez fumer, allez dehors fumer. Vous ne pouvez pas rester là. Nous, on a décidé de ne pas fumer. Pourquoi voudrez-vous? Donc, je crois que les autorités doivent pouvoir essayer parce qu'il y a des trucs là, des pancartes que le ministère de l'Intérieur, je crois, entre-temps, avait fait faire par ces bars-là pour montrer que les espaces ne sont pas des espaces fumeurs. Et que les tenanciers de bar créent les espaces pour ceux qui fument. Mais ceux qui n'ont pas, s'il n'y a pas, le local n'a pas d'étage, que l'on leur réserve un espace afin que ceux qui ne sont pas accros de la cigarette ne puissent pas vivre ce phénomène-là. Je crois que c'est aussi important de sévir, mais sur toute la ligne, on doit pouvoir sévir. Si on arrête ceux qui prennent les chichas, on arrête les tenanciers de bar, on doit pouvoir empêcher ceux qui nous indisposent en prenant la cigarette à continuer à nous indisposer. Que ce soit la chicha, que ce soit la cigarette, je crois qu'il faudra dire aux tenanciers de bar d'arrêter. C'est la même question? Oui, je crois qu'il faut que ce travail soit fait. On ne peut pas fumer dans l'espace public. On ne peut pas fumer dans l'espace public parce qu'il y a des gens qui ont des poumons sensibles. Vous avez le droit de fumer, mais vous n'avez pas le droit d'enfumer les autres. Ils ne sont pas du poisson, ce n'est pas du poisson pour les enfumer. Mais concernant toujours cette affaire de nuisance sonore, vous savez, moi, je n'ai pas compris. Dieu n'est pas sourd. Le Dieu qu'on adore là, il n'est pas sourd. Les gens m'empêchent, moi, de dormir sur des nuits. Parce que je suis entouré d'églises. Est-ce que c'est parce que je suis entouré d'églises que je n'ai pas droit au sommeil? Et tous les jours, on m'empêche de dormir. Je suis un citoyen. Et dans le quartier, là, il y a quand même le chef quartier, il y a tout le monde. Et on fait du bruit, on empêche les gens de dormir parce qu'on est en train de faire une veille jusqu'au petit matin. C'est ça qui fait que nous, on ne doit pas dormir. Et je crois que la police doit reprendre cette affaire de nuisance sonore. Parce qu'on a demandé aux églises d'insonoriser leurs lieux de culte pour ne pas déranger le voisinage. Mais il y a certains qui pensent que Dieu est si sourd que quand on ne crie pas, Dieu ne va pas entendre. Donc je crois qu'il faut votre liberté s'arrête où là où commence celle des autres. Nous sommes tous des citoyens, nous payons nos impôts, nous payons nos loyers. Mais si c'est fait que des églises se trouvent à côté des maisons, il faut que les églises pensent que bon, ceux qui sont dans ces maisons doivent dormir. Vous ne pouvez pas travailler toute la journée, rentrer chez vous à 21h, parce qu'une église a veillé de 21h à 4h du matin. Tous ceux qui sont dans les environnements immédiats sont interdits de sommeil et ça rend malade. Donc je voudrais que la police environnementale commence par gérer ces choses-là. Voilà, pour revenir dans ce studio, on va rapidement suivre cet élément et on revient. Plus de services gratuits dès janvier 2025.
C'est l'information que porte la Société de gestion des ordures ménagères au Bénin à la connaissance des populations du Grand Okoué, à savoir Cotonou, Porto Novo, Abomey-Calavi, Semé-Podi et Ouida. Une nouvelle qui n'est pas restée sans réaction dans le rang des usagers. Voilà des gens qui sont d'abord dans des problèmes juste pour manger. Ils n'en ont pas, la vie elle est chère et on continue de crier. C'est le Béninois qui dit ça. Et c'est à lui là qu'on demande, le fond dit, il fera comment? Et il va trouver ce là où? C'est pourquoi je demande à la société de venir s'expliquer pour que nous comprenions mieux, pour qu'on ne parle pas de poids, de mesures. La société de ramassage a des frais à assumer. Gasoil, l'entretien des camions de ramassage et le personnel ramassant. Voilà, André Ouetton, on a reçu des plaintes du côté de Godomé où la GDS adresse une facture de 10 mois à l'aide domicile. Est-ce que c'est normal? Ça me fait rire. Pourquoi 10 mois? Pourquoi 10 mois? Oui, c'est vrai, on a été au courant, des gens nous ont interpellés pour nous dire déjà que moi, je suis resté un peu sur ma faim par rapport au service rendu et par rapport à la qualité. Vous savez, je me suis plaint la dernière fois sur ce plateau ici par rapport à cette société-là. Mais ça n'a pas bougé. Les ordures sont toujours à la clôture du séminaire d'Anthropocodie là. Et ça, et c'est dit que l'odeur que ça dégage, je suis passé par là encore tout à l'heure, j'ai vu cette poubelle encore là avec... Bon, bref, ce n'est pas ce qui est le plus important aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on nous fait payer à la fin du mois. Mais écoutez, il y a quelqu'un, j'ai suivi quelqu'un tout à l'heure, un citoyen dit, on n'a pas fini de manger et que déjà on nous demande de payer 3 000 francs pour le ramassage des ordures. Sur quel principe on a bon, sur quel principe? Ça, c'est le minima. Hein? Bon, voilà, il y en a qui vont jusqu'à 30 000 et on nous a dit que, bon, c'est les grandes structures, machin. Mais pour les ménages, comment est-ce que c'est possible? Et maintenant, il y en a à qui on n'a jamais adressé une facture, et là, maintenant, on leur sort, c'est dit que, a donné une facture, a donné des mots de tête. 10 mois. À la rentrée. Hein? À la rentrée où on est en train de s'échiner à payer les premières tranches des enfants, on nous sort une facture de 10 mois à payer. Et celui qui nous a montré la facture, il était tombé derrière, il dit, mais comment est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'on a réellement ramassé chez moi pour m'adresser une facture de 10 mois à des moments donnés? Ce sont les enfants même qui sont obligés de prendre les ordures et qui vont chercher les points de trucs là, qui vont les jeter. Que vous soyez là ou pas. Que vous soyez là ou pas. Ils donnent la facture. Ils donnent la facture, même si le travail n'est pas forcément fait ou bien fait. Donc, je crois que la SGDS doit pouvoir ramener la balle à terre et que l'on puisse associer quand même. Il y a les associations de consommateurs encore que à ce niveau-là. Ils sont tous devenus bizarres. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, moi, je crois que ce que nous disons déjà ici, nous portons la voix de ceux-là qui se plaignent et qu'on puisse quand même revoir un peu, à partir de janvier, ce sera plus gratuit. C'est janvier passé, hein? Janvier 2025, oui. Non, 2024. Janvier 2025, oui, bien sûr. Janvier 2025, ça, oui, justement, c'est pour ça qu'on nous envoie, qu'on a envoyé 10 mois. Il y en a qui n'ont pas du tout reçu le truc là. Et je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas vraiment comment fonctionne cette société. Et que les responsables sur ce plateau nous disent comment est-ce que c'est possible et que l'on puisse adresser. Il y a une société ou des sociétés d'État qui étaient dans ce schéma-là. On ne vous envoie pas la facture. Je parle de la SBE, de la SONEB. On ne vous envoie pas la facture, les factures. Et on envoie les cumuls. Mais je crois qu'à ce niveau, ils ont commencé par se corriger. Surtout la SBE qui fait un travail formidable. Et je crois que les autres sociétés doivent pouvoir aller à cette école-là. 10 mois de factures à payer pour des ordures qui sont approximativement ramassées, ça pose un problème. Moïse? Moi, je suis fatigué. La SB2E me prend de l'argent. Je ne suis pas satisfait de la prestation de la SB2E.
La SONEV m'envoie les factures, alors qu'il faut que je reste en éveil à partir d'1 h du matin pour avoir l'eau. Parfois, la société qui ramasse les ordures ne fait pas bien le travail, les ordures traînent ça. Parfois, il gaz la moto à vous réveiller. Hein? À vous réveiller. Et puis, blanc, on me dit de payer encore la facture. Moi, ça commence pas à me poser un problème. Est-ce qu'on met réellement le citoyen au cœur de tout ce que l'on fait? Et c'est un monsieur de la société qui ramasse les ordures là, malgré toutes les récriminations, c'est que le chien aboie, la caravane passe. Oui. Aucune autorité de cette structure n'est montée au créneau pour nous expliquer ce que nous disons. C'est grave. Vous nous demandez maintenant de payer la facture, alors que nous ne sommes pas satisfaits de la prestation. Vous balayez, je vous ai dit, entre ramasser les ordures et balayer les rues tous les soirs là, qu'est-ce qui est primordial? Les ordures sont dans les quartiers, ça sent, et puis ça entraîne des maladies. Mais vous ne vous dépêchez pas de les ramasser. Et aujourd'hui, maintenant, on va commencer. Maintenant, si les citoyens ne payent pas les ordures, ne payent pas la facture, vous ne venez pas ramasser les ordures. Alors que, vous savez, moi, je voudrais que les ministres concernés puissent dire les choses clairement. Parce qu'on a l'impression que personne ne s'intéresse à la vie des populations. Quelqu'un a dit, c'est difficile pour des personnes de joindre les deux bouts. Aujourd'hui, vous lui demandez de débourser minimum 3 000 pour payer les ordures, alors qu'il va vous dire, je n'en produis même pas. Parce qu'il faut avoir de l'argent à manger pour produire des ordures. Donc, je voudrais qu'on puisse revoir les choses. Parce que que ce soit les vidangeurs, il y a beaucoup de choses dont nous payons pour les prestations, mais nous ne sommes pas satisfaits. Mais personne ne se décide à améliorer les prestations. Parce qu'ailleurs, on sait qu'il y a des services sociaux qui s'occupent de beaucoup de choses. En faveur des populations. Et là, il va falloir véritablement que un certain Romia Wadayi, qui est candidat à la succession de Patrice Talon, puisse revoir tout ça pour que le Bénin puisse se sentir mieux. Et ça, c'est véritablement important. Et justement, parlant de Romia Wadayi, nous allons suivre cette session de BR à Parakou, au cours de laquelle le duo présidentiel a été présenté. Et donc, on a recueilli quelques propos à la fin. Suivant. Cette session ordinaire, on a pris des grandes décisions, comme la désignation du duo de la candidature du Bloc républicain pour les élections présidentielles à la personne du ministre d'État chargé de la coopération, Romia Wadayi, et la vice-présidente Sabi Talata. L'accompagnement est clair déjà. Quand on parle de Romia Wadayi, on parle de la jeunesse dans son entièreté, d'un cadre qui a su prouver en 10 ans ses compétences et son apport pour le Bénin. Donc moi, personnellement, c'est d'aller sur le terrain, mobiliser tous les jeunes, toutes les femmes, pour une victoire éclatante afin que, à partir de 2026, la dynamique puisse s'accélérer, continuer encore plus fort tout le développement du Bénin. Vraiment, c'est la légende qui continue. C'est la légende qui continue. Nous connaissons la jeunesse de la candidature, donc le premier élément du duo, et nous connaissons la sagesse de Madame Talata. Et donc, pour moi, la sagesse et la jeunesse, ensemble, ne peuvent que faire bon ménage. Voilà, Moïse Soudé, on a vu cet enthousiasme qui a caractérisé le BR pour un candidat qui, entre-temps, a été donc choisi par l'ensemble des partis acquis à la cause du chef de l'État. Moïse Soudé, votre impression juste après cet élément? Non, je dis, bon, le BR a fait sa réunion, a présenté aux membres du parti le duo qui va représenter la mouvance, quand cela ne tienne. Mais je dis une chose, moi je voudrais dire au ministre Wadayi, candidat de la mouvance, de faire attention. Tous les sourires ne sont pas de bons sourires. Tous les sourires ne sont pas de bons sourires. Aujourd'hui, tout le monde, sur les réseaux sociaux, il y a la saturation. En 2 semaines, il y a eu la saturation. Les TikTokers ont été sollicités. Ceux qui ont fait la science politique, ce n'est pas exprès qu'ils ont dit que la campagne les campagnes électorales durent 2 semaines. C'est parce que au-delà de 2 semaines, vous allez passer tout le temps à saturer les gens. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on ne parle plus de Wadayi comme ça. Mais je demande aux candidats de faire attention parce que moi, je me réfère toujours à ce que les gens ont fait avec Zinsou. Quand le président Bouriaï avait choisi Zinsou, vous avez vu l'enthousiasme de tout le monde. Tout le monde était beau, tout le monde était content. Mais par la suite, on a vu comment ils ont traité Zinsou. Donc, monsieur le ministre, faites attention. Tout ce qui vous sourit, ce n'est pas évident parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore élaboré la liste des législatives. On n'a pas encore élaboré la liste des communales. Donc, tout le monde est avec le ministre. Dans les rangs. Dans les rangs, tout le monde est docile. Parce qu'on sait que si je ne suis pas docile, je ne vais pas retrouver mon nom sur la liste. Donc, aujourd'hui, tout le monde montre sa joie, même si des gens ruminent des choses. Donc, faites attention. Et que
la mouvance, qu'on arrive à planir toutes les difficultés. C'est le calme avant la tempête. Ceux qui suivent l'histoire politique du Bénin depuis 1990, c'est le calme avant la tempête. Quand on va tout valider maintenant et que le 14 octobre, la Sénat va donner la liste des duos retenus, vous allez voir la suite. Vous allez voir comment ça va commencer par détonner de tous les côtés. De toute façon, hein, on a des gens qui sont calmes, mais apparemment, c'est un calme qui annonce autre chose. Landry Weton, quand vous suivez hein, la langue assez déliée de ces dames hein, et de ces messieurs, qu'est-ce que cela vous inspire? Non, mais autant qu'ils sont, ils sont tous dans leur rôle. Dans leur rôle, oui. Ils sont dans leur rôle. Même si compta pas compta, compta quand même. Oui, mais c'est là, comme le dirait l'autre, on s'accroche encore à la discipline de groupe. On dit le parti, alors qu'on sait que on ira individuellement dans l'une, choisir celui-là qui a été proposé. Est-ce qu'on est d'accord ou on n'est pas d'accord? On s'aligne derrière la discipline de groupe pour dire le parti a dit, le parti... Bon, bref, on leur concède ça. Mais lorsque je m'accroche un peu à la thématique du jour, quelles sont les chances de ce duo? Je crois que cela aurait fait l'objet d'une thèse. Hein. Oui, parce que c'est tellement lourd et on n'en finirait pas d'en parler sur le plateau aujourd'hui. Mais allons-y, essayons de voir un peu. Je dirais déjà... Romia Wadaï. Le choix sur Romia Wadaï. Oui. Les chances du ministre d'État Romia Wadaï qui... dans quelques jours, ne sera plus avec ce portefeuille. Parce que lorsqu'il sera investi et que la Sénat déclarera sa candidature officielle, ne pourra plus cumuler ce poste de ministre d'État chargé des finances et tout le reste. Et il sera obligé de se départir. Et c'est là que commence le jeu. L'enjeu dans le jeu, parce que lorsqu'il ne sera plus au poste, parce que, et ça, vous voyez, lorsque vous occupez une position, l'agentier, pas n'importe lequel, ministre d'État, avec tous les honneurs dus à ce rang, il redeviendra un candidat, un simple candidat de la mouvance, fut-elle UPR, BR et tout le reste, et il ne pourra plus. Même si, en tant que candidat, il pourra toujours dire des choses, il ne sera plus dans la position de décider de ce que sera les finances de la République, parce que là, il fera la campagne avec les ressources des partis qui se sont mis ensemble pour le porter. Il fera la campagne avec ses propres ressources, ce ne sera pas avec les ressources de l'État. Et donc, l'enjeu commence par là. Véritablement là. Et donc, ceux avec qui il filait le parfait amour parce qu'il avait tel toge, il est ministre d'État et ceci, le jeu va commencer par changer. La musique ne sera plus forcément la même. Et c'est là qu'il commencera par, comment dirais-je, appréhender ce que vaut réellement cette décision. Parce qu'il faut qu'ils comprennent que ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Ce parcours-là, à partir du moment où il sera investi, il ne sera plus... il y a des gens qui va frustrer. Il y a des gens qui vont lui manifester leur mécontentement parce que... Donc, voilà déjà les quelques difficultés qu'il pourrait avoir. Maintenant, qu'est-ce qu'il proposera? Qu'est-ce que ce duo-là? Parce que, écoutez, lorsqu'on parle de duo, la colistière, on va revenir à la colistière. Mais je voudrais les mettre tous dans un emballage pour dire c'est le duo, mais c'est d'abord la tête. C'est-à-dire que c'est celui qui est le président, qui est pressenti comme étant le prochain président de la République. C'est d'abord à lui comme toute la grande responsabilité lorsqu'on prend la Constitution qui est notre breviaire. Et donc, lorsqu'on regarde un peu ce duo, tout se reposera sur les bras du ministre Romia Wadaï. Est-ce que nous allons continuer à l'appeler lorsqu'il sera investi ministre d'État? Ah non, je crois que l'appellation aussi va changer. À partir du 14 octobre, il va se départir de tous ces attributs-là et il va rentrer dans compétiteur. Il va devenir le candidat Romia Wadaï. Et ça y est.
les réalités, il fera face aux réalités. Et lorsque, comme l'a dit Alphonse Moïse Soudé, lorsqu'on fera le repositionnement sur les listes par rapport aux communales et aux municipales et aux législatives, les caïmans vont sortir la tête voilà, les écailles vont tomber des yeux et les gens il va voir clair dans le jeu, comme le dirait l'autre. Tout ça va commencer, je ne le dis pas comme ça, ça va commencer par s'effriter d'une façon ou d'une autre. Et lorsqu'on va tamiser, qu'on verra qui sont ses réels soutiens. Quelles sont les dents qui sont vraiment blanches. Mais je crois que les chances pour ce duo, c'est d'abord d'avoir eu la caution du président de la République, je le dis comme ça, encore qu'il n'est pas sorti pour nous dire officiellement que cette candidature vient de lui. Mais les députés, oui, les gens les poulains l'ont dit. Oui, les poulains l'ont dit, mais quand on connaît le monsieur qui assume, je suis sûr qu'il sortira peut-être lors d'une interview qu'on sait nous donner avec Fast et Show. Il nous dira, ah oui, c'est mon candidat puisqu'il a dit la dernière fois qu'il sera très actif et tout. Voilà. Donc, je crois que s'il a la bénédiction de ces partis comme on nous le fait croire et qu'il a la bénédiction du chef de l'État, c'est déjà un acquis, c'est une chance pour lui, mais tout se jouera sur le terrain et dans les urnes. Moïse Soudé, les chances pour Waro, c'est comme ça on a commencé par l'appeler sur les réseaux, hein, Waro, Wadani, Romuald, quelles sont ses chances? La première chance qu'il est en train de rater, c'est le mode de sa désignation. Ce n'est pas évident. Il y a trop d'hypocrisie autour? Trop d'hypocrisie. Les gens nous montrent les dents blanches, mais dans leur cœur, c'est autre chose. Ah, ça me rappelle un refrain. Quand vous fréquentez un certain nombre de milieux, les gens expriment leur mécontentement, les gens expriment leur amertume. Mais comme tout n'est pas encore joué, parce qu'il faut d'abord confectionner les listes, on verra le vrai visage des intéressés. Deuxième chose, le ministre Wadayi est comptable à 100% du bilan de Patrice Talon. Que la mouvance nous présente le bilan de Patrice Talon. Cela pourrait servir d'atout. Mais depuis, je les vois tous parler de... Des rues, hein, je vois tout le monde parler de bilan de Talon. Pas de bilan de la continuité, mais qu'on nous présente le bilan. C'est-à-dire que de la plus-value. Qu'est-ce que les Béninois ont gagné? Qu'est-ce que les Béninois ont gagné? Dans le panier de la ménagère, quel a été le rajout, quelle a été la plus-value que chaque ménage a gagné? Parce qu'on ne peut pas détacher la candidature de Wadayi du bilan du chef de l'État. Parce qu'il a été ministre des Finances pendant tout le temps. Donc, on nous présente, parce que je n'ai pas encore vu un soutien de Wadayi nous parler du bilan. Il faut d'abord, c'est capital pour moi, il faut présenter le bilan. Et le bilan va peut-être déterminer la suite. Mais l'autre chance, c'est là qu'il va découvrir les méandres de la politique. Quand il n'aura plus de titre, c'est-à-dire sera ministre, portefeuille, désormais tout lui sera vendu. Tout lui sera vendu très cher. Il connaîtra le coût du repas. Oui, parce que tous ceux qui vont vouloir descendre sur le terrain, on connaît le schéma au Bénin. Moi, je maîtrise ma zone. Pour que je puisse mobiliser les gens, il faut que j'ai un budget, parce qu'il te dirait, il va dire, mais dès que tu seras président de la République, moi, personne ne me connaîtra. Donc, chaque panier de femmes sera payé. C'est ça, il verra le vrai visage des Béninois, parce que lui ne maîtrise pas les méandres de la politique. Il y a des requins de la politique qui vont lui vendre cher leurs compétences. Je dis, monsieur le ministre, il ne faut pas trop faire confiance aux hommes politiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est le chef de l'État. Vous avez encore la protection du chef de l'État. La discipline de groupe oblige les gens à montrer leurs dents blanches. La carapace du ministère. Mais je dis, faites attention. Parce que vous êtes à l'issue, c'est la présidentielle. Et tel que c'est organisé, je fais toujours référence à l'article 40 du Code. Vous voyez comment tel que c'est organisé. Aujourd'hui, personne ne parle. Personne ne parle. Même ceux qui sont... Il y a des députés, je me disais qu'ils allaient monter au créneau, parce qu'ils ne sont pas sûrs. Heureusement que les démocrates ont mené cette lutte-là pour que la partie vous demande de renseigner sur le type d'élection auquel vous voulez participer. Sinon, on va vous dire, tu vas mettre sur ton comment vous appelez, sur ton quitus, je vais participer aux élections présidentielles, législatives. Et au dernier moment, on te dira, il n'y a plus de place.
Malheureusement, va vers les maires. N'ayant pas un culture pour les municipales, tu as botté à la touche et on va te donner une retraite politique forcée. Donc, il y a que rien n'a encore commencé. On a vu les gens sur les réseaux sociaux vanter les mérites du ministre Wadaï et je reconnais qu'il a des mérites. Mais sur le terrain politique, c'est autre chose. Les Béninois, qu'est-ce qu'ils ont gagné sous le magistère du président Talon qui avait pour ministre des Finances Wadaï? Est-ce que dans le panier de la ménagère, parce qu'aujourd'hui c'est relatif, hein, moi je prends le cas des AME, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, ceux qui travaillent à la Sonapra, ceux qui travaillent à la Sobimap, beaucoup ont perdu leur emploi et on attend qu'on nous présente le bilan. Est-ce que le bilan va se limiter à l'érection des infrastructures ou bien le bilan va se limiter à ce que le citoyen dans sa maison, dans sa poche a gagné? Alors, Landry Breton, lorsqu'on regarde, on va passer maintenant à la colistière, Maria Tchavitalata, qu'on avait déjà annoncé, on a dédié, après, bon, on la ramène, finalement, c'est le BR qui présente une candidate de l'UPR. Non, au fait, c'est le choix de Mme Zimé, pour moi, ça ne fait ni chaud, ni froid, comme le dirait l'autre. Mais j'ai une petite difficulté à cerner ce choix. La personne même de Mme Zimé ne me pose pas problème. Mais c'est dans le process que je me pose un certain nombre de questions. Et ça aussi, cela fait partie des inquiétudes de ceux qui aujourd'hui semblent soutenir le ministre Wadaï. Parce que lorsque vous les entendez parler, ils disent, ben, si nous allons rester dans la continuité pour que ce soit toujours les mêmes, qui soient toujours nourris aux frais de la princesse, qui prennent leur épinard dans notre beurre. D'accord, ce soir, que c'est pour 17 ans? Non, mais ça va être compliqué. Moi, j'ai essayé, en surfant un peu sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur un élément qui m'a fait hic. Je dis, mais écoutez, pendant les 10 ans du président Boniaï, il a nommé 127 ministres. 127 ministres. Je peux vous donner la liste. J'ai vu la liste. Je l'ai vu aussi. Voilà. Mais sous le président Talon, on a l'impression que c'est toujours les mêmes qu'on prend et on recommence. C'est des familles qui ont la tête bien faite. Bon, moi je ne sais pas. Alphonse Moïse Souli a l'habitude de dire toutes les mamans font des enfants intelligents dans ce pays. Mais pourquoi devrait-on penser que c'est toujours les mêmes? Oui, Madame Zimé, elle est représentative, elle a un certain charisme. Avant qu'elle soit colistière de Patrice Talon, personne ne la connaissait dans le secteur. Non, personne ne la connaissait. Presque personne, hein, parce qu'elle était dans le parti et tout ça. Mais voilà. Bon. Et un peu pour dire, dans cette partie, il y a des femmes de poigne aussi dans ces partis politiques, que ce soit au BR comme à l'UPR. On est allé jusqu'à nous miroiter la ministre du numérique entre-temps. Oui, entre-temps. Pourquoi elle ne peut pas jouer ce rôle-là? Elle a été au front, elle a servi la République. On a vu plusieurs femmes de partis politiques qui pèsent. Par rapport à l'équilibre régional dont on nous parle, il y a des femmes de poigne dans le Nord aussi. Bien sûr. Madame Zimé a fait 5 ans à occuper ce poste-là. Je dis pour ceux qui sont des experts en matière d'analyse politique, un peu comme Alphonse Moïse Souli, qui ne me dédiera pas sur ce plateau, lorsque vous faites 5 ans à un poste, vous rentrez dans la routine. On devient automate. Donc c'est pour ça, pourquoi conserver des gens dans cette posture-là, alors qu'on a beaucoup. Moi, je ne crois pas en ce désert de compétences dont on nous parle. Il y a des têtes qui sont bien faites dans cette République, qui peuvent occuper des postes de responsabilité, alors qu'on laisse les mêmes. Et lorsqu'on laisse les mêmes, là, après un certain temps, ils végètent dans l'automatisme. Dans la routine. Oui. Vous savez, je dis souvent que le président Patrice Talon a la manie de dribbler les intellectuels et les hommes politiques béninois. Vous savez, certainement que ce duo-là, c'était le duo qui devait éviter la guerre des ambitions au sein des partis politiques. Observez bien, si on n'avait pas imposé ce candidat-là, vous voyez,
On a parlé de Luc Setonji Atropo, le maire de Cotonou, qui nourrissait des ambitions, parce qu'il a fait le tour du Bénin, il a fait des casques au compte des taxis moto. Il y avait Djogbenou qui nourrissait des ambitions. Et lui, j'ai vu j'ai vu un audio de Joseph Djogbenou qui dit ça passe ou ça casse, il sera candidat. Et là, c'était très sincère. Il y avait déjà la guerre des clans au sein des partis politiques. Parce que tout le monde voulait remplacer Patrice Talon. Non, Talata. Beaucoup expriment l'ambition de remplacer Talata. Beaucoup voulaient succéder à Patrice Talon. Donc, déjà, entre-temps, il y avait une guéguerre dans les partis de la mouvement. Donc, pour ne pas faire perdurer cette guéguerre-là, on a dû maintenir les mêmes personnes. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui peuvent faire le même travail. Mais ils ne peuvent pas s'entendre pour désigner quelqu'un. Mais si on avait laissé les partis politiques fonctionner comme cela se devait, est-ce qu'on en arriverait là? Non, les partis, vous savez, quand nous parlons de code, quand nous parlons de loi, vous savez, quand moi je quitte l'antenne, il y a des gens qui font des confidences, qui disent, ah mais c'est vous qui avez raison quand vous parlez de relecture du code électoral. Non, je n'ai pas raison. Moi, je n'ai pas raison, c'est vous qui êtes intelligent. Et j'ai dit que ce code-là va chicoter tout le monde. Les gens se sont battus corps et âme pour imposer la réforme du CR partisan. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été tous dribblés parce qu'il y avait la cacophonie des ambitions. Il y avait tout le monde veut le même poste, mais personne ne veut se sacrifier au nom de la République. Et j'ai dit, le géniteur, les gens n'aiment pas l'expression, le géniteur des deux partis de la mouvance a pris ses responsabilités pour que ces acquis ne soient pas sabotés. Maintenant, ça va créer au sein des partis politiques des dissensions. Parce que quand on a fait ça, aucun d'eux, aujourd'hui, ne maîtrise le mécanisme de désignation pour les candidats à la députation, pour les candidats au municipal. Donc aujourd'hui, aucun d'eux n'est sûr qu'il sera positionné sur les listes. Donc, on a milité dans les partis politiques, on a joué au mouton de Parnuge, on n'a pas voulu voir la vérité en face, et aujourd'hui, la vérité est là. Et là, personne, moi, si vous le demandez aux députés, est-ce qu'un député peut bomber le torse pour dire, moi je suis sûr et certain qu'en novembre, ma candidature sera présentée. Qui vous souvienne que pour la mandature qui est en train de finir, les gens ont découvert leur nom à la Sénat. Jusqu'à ce qu'on ait déposé la liste à la Sénat, ils ne savaient pas qu'ils étaient candidats. Donc la même scène va se reproduire si nos hommes politiques ne légifèrent pas pour l'avenir et qu'on pense qu'il faut légiférer pour le présent. Voilà ce qui va arriver. Moi, ce qui me gêne dans le poste de vice-président, ce n'est pas la personne, mais c'est le contenu. Un vice-président qui ne siège pas au Conseil des ministres, moi, je ne comprends pas. Un vice-président qui ne siège pas au Conseil des ministres. Et dès qu'il y aura un problème, il va remplacer le chef de l'État. Comment il va gérer les dossiers? Au pied levé. C'est grave. Un vice-président qui ne siège pas au Conseil des ministres, un vice-président n'accomplit que les missions que le chef de l'État lui confie. Ou décorer aussi les gens. Oui. Si le chef de l'État, un chef de l'État arrive et refuse de lui confier des missions et à son chargé de mission de façon parallèle, qu'est-ce qui va se passer? Le vice-président va se contenter de décorer les cadres béninois. Moi, ça me pose un problème. C'est pourquoi nous disions il fallait relire les textes, il fallait revoir la Constitution pour dire les textes ne sont pas incorrigibles, ne sont pas perfectibles. On peut les améliorer, mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des hommes politiques qui ne peuvent même plus parler parce qu'ils ont défendu bec et ongle ces textes. Mais aujourd'hui, à l'épreuve du temps, ils constatent que, bon, ils sont les plus malheureux. Bon, on a entendu Joseph Djogbenou dire que nous sommes en train d'éprouver, n'est-ce pas, ce code électoral et qu'on verra bien à la suite. Landry Weton, est-ce que les gens qui sont là savent que si Ronald Wadaye vient, il peut faire un balayage? Oui, il peut faire... Ou il y a beaucoup qui pensent dans leur tête que c'est avec la même équipe qu'il continuera le jeu. Non, la continuité dont on parle, les gens, je voudrais bien comprendre le concept. Ben, j'ose croire que cette continuité n'est pas forcément dans cette vision-là. Mais il y a beaucoup qui pensent que parce qu'il est député aujourd'hui, quand Wadaye sera là, il sera député, parce que lui, il est ministre, et aujourd'hui, il sera ministre demain. Non, mais malheureusement, les députés seront élus avant le président de la République et ce n'est pas lui qui choisira, pas forcément lui qui choisira, celui qui sera positionné député pour... Non, mais il peut faire le jeu de chaise. Non, mais en tant que candidat, il a son mot à dire. Oui, je suis d'accord. Dans l'élaboration des listes. Je suis d'accord, mais le président Patrice Talon est toujours au poste, il a toujours les rênes et si
il a pu l'imposer, lui, comme candidat. Je suis sûr qu'il prendra, il ne ravira pas la vedette au chef de l'État dans le choix. Il aura peut-être son mot à dire, comme vous l'avez dit. Et donc, la continuité dont on parle, ce n'est pas forcément pour que l'on continue. Je le dis souvent, tout sous le président Patrice Talon n'a pas été mauvais. Mais tout n'est pas rose non plus. Et je crois que le plus important, Bénin 2060 dont on nous parle, la vision Bénin 2060 dont on nous parle, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur que le président, prochain président ou la prochaine présidente, je ne sais pas quel est le duo que l'opposition nous sortira. Ou le duo de Paul Mpé. Bon, ça vous a dit le prochain président ou la prochaine présidente, parce que la tête au niveau de l'opposition peut être une femme, je n'en sais rien du tout. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Et donc, lorsqu'on regarde un peu ce qui a été fait sous le président Patrice Talon, il a eu un regret qu'il a exposé. Est-ce le seul regret qu'il a ou qu'il aurait eu, ou il y a d'autres choses qui ont manqué à sa sauce et qui ne nous a pas exposé? Je crois que le président, le prochain ou le candidat de cette mouvance doit savoir, puisqu'il a été dans la cuisine avec le chef de l'État. Et c'est de ces choses, au nombre de ces choses, parce que lorsque nous écoutons un peu ceux qui sont en train de travailler avec lui, il en ressort un élément majeur. Et si nous allons faire tout ce combat pour que ce soit les mêmes qui continuent de diriger, c'est-à-dire, il faut que, surtout la jeunesse. La jeunesse a été pratiquement oubliée dans ce combat. Il y a des gens que nous connaissons, des gens qui ont mouillé le maillot, mais qui n'ont jamais eu une petite place au soleil. Alors que lorsque vous allez dans ce combat politique, c'est pour que l'on puisse évaluer vos compétences. Et donc, il y a cette jeunesse qui grogne et qui attend de faire ses preuves, et que l'on ne continue pas toujours avec les mêmes. Un seul individu qui reste 10 ans au poste de ministre. Ou DG. Ou DG, société d'État de ceci. Mais écoutez, ça frustre. Le ministre prochain, le candidat de la mouvance à investir dans les jours à venir, doit savoir qu'il y a ce problème-là qu'il doit régler. Maintenant, est-ce que, en venant, on va ouvrir maintenant la brèche pour que tous nos frères et sœurs qui sont à l'étranger et qui sont partis pour une raison ou une autre, allons nous fumer le calumet de la paix? Est-ce que le ministre Wadayi, probable candidat, peut-être président de la République, pourra-t-il avoir comment les coups de franche et la poigne qu'il faut pour réconcilier tous les fils et filles de ce pays? Voilà des choses qui ressortent des débats d'en bas, comme le dirait l'autre, au sein du peuple. Et c'est ce à quoi aspire le Bénin de demain, pour que nous puissions tous participer, comme vous avez l'habitude de le dire, boucher les trous de la jarre trouée, afin que nous puissions réellement participer. Un danger, et je vais le dire avec solennité. Je prends le cas de l'Angola. Mais du Congo. De l'Angola. Oui. Un président qui sera élu et qui va constater qu'il n'a pas la manette pour diriger le pays et qui constate que certains secteurs de l'économie se trouvaient dans les mains peut-être des proches de l'ancien président. Je n'imagine pas la suite. Je n'imagine pas la suite, parce qu'un président de la République a besoin... Le président Moïse nous a montré, il a dit que l'État est fort, on ne s'oppose pas à l'État. Si à un moment donné, le président de la République se rend compte qu'il a besoin de ressources, mais que les structures qui génèrent les ressources sont encore dans la main des proches de l'ancien président. Et avec Tshisekedi, on a vu, quand Tshisekedi est arrivé à un moment donné, les Kabila avaient... Il a rompu les amarres. Les Kabila avaient des secteurs vitaux. Et les 2 premières années, il s'est fait ami à eux. Par la suite, mais il leur a tout arraché. Donc c'est ce que je crains, c'est pourquoi je dis... Il n'a pas qu'arraché, il a poursuivi. Vous avez travaillé avec quelqu'un, vous voulez qu'il vous remplace. Il maîtrise les rouages de votre gestion. Et il sait où frapper. Et il est ministre de l'économie et des finances. Il sait où frapper. Donc voilà moi mon inquiétude pour après 2026. Est-ce que c'est une inquiétude ou c'est un avertissement ou on attire l'attention sur un certain nombre de choses? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas possibilité, Landry Weton, pour Patrice Talon de signer des accords, peut-être des accords en coulisses avec Romia Wadayi pour qu'un certain nombre de choses soient préservées?
Non, Romuald Wadani... Il y en a qui sont allés jusqu'à dire qu'il va lui faire goûter à des choses pour... Non, je voudrais... ça, ce sont les intrigues politiques. Et moi, je ne voudrais pas rentrer dans ces considérations métaphysiques. Okay. Non, je ne suis pas dans ça. Mais je crois que le ministre d'État, Romuald Wadani, n'est pas tombé du néant, n'est pas sorti du néant pour être à ce poste de ministre et pour être aujourd'hui celui-là qui portera l'étendard de cette mouvance présidentielle. Souvenez-vous, c'est quelqu'un qui a été le comptable privé du chef de l'État quand il était opérateur économique, il était dans ses affaires. Donc c'est quelqu'un que le président Patrice Talon connaît très bien. Très bien, jusqu'à très bien. Non, j'ose croire qu'il n'y aura pas de compromission. Et que j'ose croire, Landry, on passe autrement dans un palais que dans une chaumière. Oui. Quand les circonstances changent, quand les conditions de vie changent, quand vous avez... Il y a les réalités de pouvoir d'État. Voilà, il y a les réalités de pouvoir d'État. Et quand vous avez le pouvoir, le chef de l'État, Patrice Talon, a appris aux Béninois qu'il faut exercer le pouvoir. Donc le prochain président exercera le pouvoir. Voilà. Landry, est-ce qu'il n'y a pas de chance qu'il y ait des grincements dedans après? Il y aura toujours des grincements dedans. Quelle que soit l'issue de ces élections. Est-ce que quelqu'un n'est pas DG, il pense qu'il soutient parce qu'il sera toujours DG? Oui, il y aura forcément des grincements dedans. J'ai dit, ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Le ministre, l'actuel ministre Romuald Wadani, candidat et peut-être prochain président de la République, se fera ses propres ennemis. Il n'y a rien à dire. Et ses propres amis aussi. Et ses amis, ses propres amis. Il sait déjà faire ses ennemis dans son mode de désignation. Il s'est déjà fait des ennemis dans son mode de désignation au sein même des partis de la mouvance. Et ceux-là, d'ici à là, vont s'afficher au grand jour. Ils vont montrer leur vrai visage. Lorsqu'ils ne seront pas contentés. Voilà, faites attention, sachez là où vous mettez les pas. Landry Weton, cette émission tire à sa fin. Non, je crois que c'est un débat, comme je l'ai dit, c'est une thèse. C'est un débat sur lequel nous allons revenir. Et peut-être qu'on va dépêcher une équipe à Parakou pour l'investiture officielle de ce duo-là. C'est dans quelques jours certainement qu'on aura moyen de pouvoir y être. Et nous allons revenir en situation plateau. Bon, c'est pour ça que je le dis sur ce plateau. On va revenir sur ce plateau pour disséquer les discours de tous ceux-là qui passeront au pupitre pour des mots à dire. Et nous allons analyser, comme des psychanalystes, nous allons analyser le comportement de chacun pour dire, c'est en cela que nous allons participer et peut-être au choix de ministre Wadani comme président de la République ou pas. On verra bien, le débat se fera sur ce plan. Voilà, l'un des acteurs qui a été oublié dans ce régime, c'est bel et bien les acteurs de la plume et du papier. Moïse Souley, avec Romuald Wadani, il y a des chances que... Bon, moi, je ne sais pas. Moi, je sais pas. Il y a des gens qui ont déjà troqué leur plume et leur papier contre autre chose. Mais moi, je voudrais dire mon mot de la fin. Monsieur le Président Boni Yahi, faites vite, vous donnez trop de crises cardiaques aux gens. vous donnez l'insomnie aux gens parce que vous refusez. C'est une stratégie. De dévoiler le duo de l'opposition. Vous rendez les gens malades. Les gens vous lancent des défis, les gens vous provoquent. Je vous en prie, libérez les cœurs afin que les gens puissent dormir en paix. Il paraît que c'est le 14 qu'on verra à la Sénat qui sera le candidat de l'opposition, à ce qui paraît, selon les indiscrétions. Mais nous, on a essayé de voir ce duo présidentiel, Romuald Wadani, Mariam Tchabitala Tazime. Quelles sont les chances pour ces deux personnalités de représenter la mouvance et les chances pour eux de conquérir le cœur des Béninois? De toute façon, pour ceux qui pensent qu'il n'y aura pas élection, ils se trompent. Ici, c'est le Bénin, il y aura élection en 2026. Ça, c'est clair. En mai prochain, nous aurons un nouveau président. Fut-il de la mouvance ou de l'opposition, peu importe. Mais l'essentiel, c'est que dans tout ceci, le Bénin puisse avancer. Merci à chacun et à tous et à la prochaine.